Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Alexis Poulain. Bonjour. Vous êtes fondateur du site Le Monde Moderne et vous allez avec nous interviewer Philippe de Villiers. Est-ce que vous avez des nouvelles de votre côté du monde moderne ? Alors, le monde moderne va bien. On continue la revue de presse quotidienne pour comprendre un peu comment nous parlent les médias mainstream. Et puis, je suis sur scène dans mon propre rôle jeudi 13 et vendredi 14 à Nyon, en Suisse, à l'usine à gaz, dans une pièce que j'ai coécrite qui s'appelle L'homme qui tua Muammar Kadhafi, où on revient sur le financement de la campagne de 2006 de Nicolas Sarkozy et sur l'intervention française en Libye, les causes et les aboutissants, avec des questions du public et puis un moment d'échange après le spectacle documentaire. Voilà. D'accord, à souligner, c'est l'occasion de souligner que vous êtes également, en plus d'être journaliste, vous êtes acteur, Alexis Poulain, et donc on va passer d'une scène à l'autre. On va quitter la scène du théâtre pour celle de la musique tout de suite avec Philippe de Villiers. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Bonjour Philippe de Villiers. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, faut-il vous présenter encore, et surtout pour les auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes écrivain, fondateur du Puy du Fou, cofondateur du Vendée Globe, soutien d'Éric Zemmour pendant sa campagne présidentielle, ancien ministre, ancien député, ancien président de la Vendée. On pourrait continuer votre présentation pendant encore longtemps. Vous avez écrit de nombreux livres et puis c'est votre 4e roman historique que vous signez aujourd'hui avec ce livre, La valse de l'adieu aux éditions Plomb. Alors, avec ce livre, vous renouez avec vos amours. Finalement, là, vous ne nous surprenez pas trop. L'histoire de la Vendée, l'histoire napoléonienne. Et puis, il y a une nouveauté, quand même, c'est l'histoire de la musique. L'histoire de la musique, donc, qui est portée par ce héros, Jean Rogreny, qui est le fameux Jean Foutre de l'histoire. Alors, vous allez nous raconter peut-être un petit peu. Je voudrais d'abord savoir pourquoi avoir cherché à raconter cette histoire qui est on va dire une petite histoire dans la grande histoire. Oui, tout à fait. C'est une petite histoire dans la grande histoire, mais qui permet de traverser la moitié du 19e siècle, qui est souvent d'ailleurs peu connue. Alors cette petite histoire, je la porte depuis ma plus tendre enfance. Quand mon père et ma mère nous emmenaient, mes frères et sœurs, au Mont des Alouettes, nous nous arrêtions toujours aux 4 chemins de Loing, qui est un carrefour célèbre de la Vendée. Alors qu'on lit et qu'on situe très bien dans le livre, dont vous parlez souvent. Et à chaque fois, mon père ou ma mère disaient « Regardez, imaginez ici la berline qui s'arrête, l'empereur qui descend et qui lentement marche vers un alignement de spécimens de la guerre de Vendée, des bleus et des blancs, et oui, c'est ça. Des héros. » Et il les interroge. Et il y a un jeune hussard à qui l'empereur pose la question « Qu'est-ce que vous faisiez, vous, pendant la guerre de Vendée ?» Et le jeune hussard répond d'une voix fluette qui étonne l'empereur. Il dit « Mais vous êtes une fille ?» Et elle répond « Oui. »« Mais pourquoi vous avez un uniforme de hussard ?»« Je l'ai emprunté. » L'empereur comprend qu'elle a tué un hussard. Et donc, il lui repose la question, alors, vous étiez de quel côté ? Et elle répond, avec des yeux de feu, Monsieur l'empereur, j'étais blanche. L'empereur esquisse un sourire parce qu'il ne veut pas être surpris dans une approbation trop rapide. Oui, alors il faut savoir que tout le monde le regarde, les blancs et les bleus, donc les royalistes et les républicains, et que donner un petit peu de trop dans un camp, il pourrait troubler l'autre. Exactement. Et donc, et puis il passe au suivant. Le suivant, il a une écharpe de maire. Et il dit, vous êtes le maire de la commune ? Oui, le maire de Saint-Florence-de-Loire. Et c'est une de vos administrées ? Non, c'est ma sœur. Et alors vous, j'imagine que pendant la Grande Guerre, on dit la Grande Guerre en Vendée, et il répond, sire, il hésite. Et l'empereur insiste, vous étiez quoi ? Et le maire répond, j'étais neutre. Et l'empereur le foudroie, vous n'étiez qu'un Jean Foutre. Il se trouve que cet homme s'appelle Jean Rogreny. Et donc à partir de cet instant, il va garder son prénom, mais il va changer de nom. Et
il va s'appeler le Jean Foutre, puisque l'empereur l'a ainsi dénommé. Et cette tâche d'infamie ne va plus le quitter. Il va perdre sa mairie. Et surtout, il va perdre sa lutherie parce qu'il est ménestrier. C'est-à-dire qu'il fait c'est un as des arts buissonniers. Il a l'oreille absolue. C'est-à-dire que quand vous, Clémence, vous entendez un son, lui, il en entend 50. Donc c'est un phénomène. Et il a fait la collégiale. Il a été élève à la collégiale de Montaigu. Qui a été détruite après. Qui a été détruite pendant la Révolution. Et puis, il va fabriquer un instrument qui s'appelle le violon d'Aulne, qui sonne comme un violon, mais qui est vendu au prix du sabot. Oui, parce que c'est avec un sabotier qu'il pense à chercher cette essence d'arbre, en fait. Voilà. Et voilà. Et après, je ne veux pas raconter l'histoire parce qu'il faut lire le livre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les auditeurs de Radio Courtoisie peut-être sont en train de se dire là, c'est Philippe de Villiers qui délire. Mais pas du tout, c'est une histoire authentique. Non, tout à fait, oui. D'ailleurs, on voit que Jean Regrenier a vraiment rencontré Frédéric Chopin. C'est quand même vraiment une... C'est une histoire authentique et cette histoire, je me la raconte depuis l'âge de 5 ans. Et en fait, ça fait 40 ans que je veux écrire ce livre et que j'ai commencé à l'écrire. Et en fait, je vais vous raconter une anecdote. En 1984, je dis à ma femme, tu as vu le prix Nobel de littérature, Antonine Maillet, une Québécoise, qui écrit son livre en patois québécois. Et elle me dit pourquoi et alors quel est l'intérêt je veux le lire. Je l'ai lu et en fait, moi j'ai compris parce que le patois québécois est très proche du patois vendéen parce que les Québécois en fait sont partis de Vendée, beaucoup d'entre eux. Et donc, Bourrasso, Bourrassard, il est parti de Saint-Hilaire-de-Loulette, etc. Et je me dis, mais moi, je peux faire ça. Parce que c'est ma première langue, le patois. Et donc, je dis à ma femme, un jour, j'écrirai un livre en patois. Elle m'a dit, tu délires ou quoi? Voilà. Et finalement, je l'ai fait. C'est quelque chose que je voulais signaler. Puis après, je vais laisser la parole à Alexis Poulain, qui en plus est musicien également. Donc, je pense qu'il était très touché par la recherche musicale de votre héros. Mais ce texte est très... Alors, d'abord, très... Comment dire... topographiquement très situé et on comprend très bien comment il peut y avoir, d'ailleurs c'est la réflexion qu'a Napoléon quand il vient sur place, comment on pouvait avoir cette guerre intestine presque de la Vendée, puisqu'il y a des refonds, des cul-de-sac, etc. Des chemins creux. Mais le langage aussi que vous utilisez est évidemment très imagé et rien que là, vous nous portez déjà dans l'histoire. Je vais citer un extrait que j'avais sélectionné justement à ce sujet. La fatigue et l'empressement entretenaient le désordre. Les jeunes bouviers renversaient les petites chinchouines venues à pied du bourg de Vendrenne. Elles en avaient perdu leur bonnette à bride, arrachée dans la bousculade. Les conscrits de la Barottière, qui ont trop souvent la main leste avec les gueurluches au panier rebondi, donnaient du pointu à cabosse pour passer devant. Les calottes ruchées, des drôlaïs s'envolaient. Voilà, moi, vraiment, ça m'a fait vraiment beaucoup sourire. On est tout de suite transporté dans un monde très coloré, très vivant, très imagé. En plus, évidemment, d'être dans l'histoire. Alors, je me tourne vers Alexis Poulain. J'imagine que vous avez aussi beaucoup de choses à dire, et notamment sur la recherche même musicale de ce livre. Oui, sur le personnage déjà qui est exceptionnel, puisqu'on a du mal à croire que c'est une histoire vraie, tant les péripéties sont incroyables. Mais est-ce qu'il y a une question à Philippe de Villiers, l'auteur, dans ce roman historique que vous portez depuis longtemps, finalement aussi un écho à ce qui se passe aujourd'hui, dans tous ces gens qui sont un peu perdus, tous ces gens foutres finalement, neutres. Est-ce qu'il y a un message pour eux dans ce livre aussi? Le message, c'est Napoléon n'aime pas les neutres. Et en fait, le message, il est simple. C'est que quand vous vivez l'histoire que je raconte, et vous l'avez bien compris, puisque c'est le sens de votre question, donc il traverse 5 régimes. Et il y a 5 sociétés face à face. 3 sociétés face à face. La société paysanne, avec sa verve, avec sa gouaille, donc le patois. La haute société de regret, la société de déploration qui brode dans les salons sur les malheurs du temps. Ah, ce pays n'a plus de mœurs. Et enfin, la société politique, la société des lustrines, des élus,
de tous ceux qui préparent le prochain ralliement et qui donc habillent la trahison d'un vocabulaire moral. Et là, en fait, quand on traverse ces 5 régimes, avec le Jean Foot, on se dit, mais rien n'a changé. Pourquoi ? Parce que l'homme est toujours le même, en fait. L'homme intime est tel qu'en lui-même. Alors, on trouve des fats, on trouve des neutres, on trouve des belles âmes, on trouve des purs. Mais voilà, donc c'est une leçon de vie. Et assez amusant, vous le dites, à un moment donné, les paysans font eux-mêmes la remarque finalement, nos impôts n'ont pas vraiment évolué, rien n'a changé dans ce monde nouveau. Oui. Et là, c'est vrai qu'on voit le parallèle avec le monde nouveau voulu et présenté par Emmanuel Macron. Ouais, je pensais que vous alliez me parler de la musique, parce que sur la musique, en fait, pour raconter cette histoire, j'ai été obligé de faire des séjours chez des luthiers, chez des ménestriers, des spécialistes de la création des instruments buissonniers. J'ai appris à Qui était la spécialité donc de Jean Regrenille. Oui, et donc par exemple avec Maître Christian Rau, qui était un luthier de l'école disciple de l'école de Crémone, etc. Très réputé. Donc m'a appris par exemple que, alors Alexis Poulain va confirmer ou contredire, que l'épicéa sonne sombre, l'ébène sonne aigu, le sycomore sonne entre les deux, que le violon a quelque chose d'humain, puisque c'est pas un hasard si on dit qu'on lui perce des ouïes, qu'on lui dessine des yeux, qu'on lui sculpte un talon, qu'on lui installe une âme. L'âme, c'est la petite pièce de bois qui lui permet d'avoir l'accord parfait, etc. Donc, et surtout, j'ai appris qu'avec du sureau, on pouvait faire un alboca, qu'avec de l'acacia, on pouvait faire un ocarina, etc. etc. Et j'ai fait un travail énorme pendant très très longtemps pour retrouver le génie de ces musiciens qu'on appelle les maîtres sonneurs, et qui ont disparu évidemment, et qui animaient les noces dans les granges, et qui vendaient des instruments qui aujourd'hui ont totalement disparu. Si vous allez par exemple à Compostelle, sur le porche de Compostelle, vous avez des instruments, je parlais souvent de ça avec Carlos Nunez qui m'a beaucoup aidé, qui ont totalement disparu. Voyez. Et c'est une perte de civilisation. Du patrimoine. Oui, et on le sent d'ailleurs, même le héros le raconte qu'avant il vendait tel et tel instrument, que finalement de plus en plus la vente se réduit à certains objets, on va dire, de vitrine, mais pas du tout les autres. Voilà, alors ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, vous aviez des luthiers, par exemple à Nantes, et en Vendée, qui en fait vendaient des viols de gambe, etc., à toute une société qui a disparu. C'est la société aristocratique qui a disparu avec la Révolution. Donc eux, ils ont fait faillite. Et pendant ce temps-là, les artisans buissonniers, ceux qui faisaient des instruments à la coupe des arbres à sève descendante, eux aussi ont disparu, puisque les gens n'avaient plus l'argent pour acheter des instruments comme cela. Donc, les mœurs ont changé aussi. Donc c'est toute une civilisation de la musique, la musique proche de la nature, puisqu'en fait, tous ces instruments, c'était des arbres. C'était des merisiers, c'était des cerisiers, c'était des peupliers trembles, etc., avec lesquels on faisait des instruments de musique qui nous rapprochaient de la nature. Avec des essences locales. D'ailleurs, j'allais dire, c'est la première fois qu'on vous entend parler de musique, mais en tout cas, c'est pas la première fois qu'on vous retrouve dans le localisme, finalement, dans la recherche. Vous avez toujours été, d'ailleurs, le premier défenseur des abeilles ou du terroir, des bocages. Finalement, là, vous renouez un peu avec ce côté, on va dire, vraiment écologique, mais dans le premier sens du terme. Et puis... mais avec cette nouvelle approche qui est nouvelle pour vous, l'approche musicale, le patrimoine musical. Alors en fait, elle est nouvelle dans l'écriture, mais moi quand j'étais petit, je vais vous raconter un traumatisme, enfin même un double traumatisme. Un matin, avec mon frère Bertrand, on va à l'école, et là, il se passe une chose inouïe, on voit les souches en l'air. Tous mes buissons d'enfance... disparu, décapité. En fait, il y a un gars au bout avec un scrapper qui m'explique
c'est de la jeunesse agricole chrétienne, il est militant, et il me dit c'est le progrès, c'est le remembrement. Ah oui. Et donc il n'y a plus les chardonnerets, il n'y a plus les mésanges, parce que moi quand je suis petit, j'apprends avec mes copains à dialoguer avec les chardonnerets et les mésanges. Et on effectue une tentative, du reste en pure perte, de dialogue avec les chardonnerets, qui est le Mozart des cimes, on dit. Bon. Donc il n'y a plus rien, il n'y a plus d'oiseaux. Et on arrive après dans l'église, pour la confession de Pâques, et là on voit le frère du militant de la jeunesse agricole chrétienne qui est en train de démonter les statues, la statue du père de Montfort, la statue de Jeanne d'Arc, etc. Et je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, c'est le progrès. Oui. C'est le concile, retour à l'austérité. Je dis ça parce que c'est l'anniversaire du concile Vatican II. Et là, je me dis, mais alors, ils sont en train de bouleverser l'univers de mon enfance. Et je leur en veux encore beaucoup à ces gens-là. Ils ont tué nos paysages, ils ont tué nos paysages intimes. Oui, le progrès, finalement, c'est une forme de déracinement. Alexis Poulain. Au nom du progrès, on a bazardé la liturgie, et au nom du progrès, on a coupé des arbres tricentenaires. Bravo. Et le productivisme agrochimique fait qu'il y a un suicide par jour chez les paysans. Oui. Ouais, c'est terrible. Il y a Jacques Ellul qui a très bien écrit sur ce progrès industriel et Jacques Bouvresse aussi. Mais pour revenir sur la disparition de ces instruments, de cette musique folk aussi, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de biodiversité, d'écologie, mais ça va avec en fait cette biodiversité-là du patois, la musique du patois, la musique des campagnes, elle a disparu, on n'en a quasiment pas de traces. Je pense pas qu'il y ait des partitions ou alors vraiment éparses de ce qui se jouait à l'époque, ce qui est très différent de la musique de chambre ou autre. Est-ce qu'il y a des travaux qui sont faits justement pour essayer de retrouver le son de cette époque-là, et est-ce que c'est possible puisque ces instruments-là ont disparu pour certains? Alors il y a des spécialistes que j'ai rencontrés comme Laurent Texier, Jean-Pierre Bertrand, et qui ont gardé ces instruments ou les ont recréés. Et c'est à leur contact que j'ai pu accéder à ces symphonies intimes qui sont d'un autre temps et qui sont d'une couleur musicale aujourd'hui disparue. De même que le patois, si vous voulez, le patois, il faut bien comprendre que pour moi, il sonnait comme un cristal inimitable. C'était une gouaille, une verve qui a là aussi aujourd'hui disparu. Et derrière cette gouaille et cette verve, il y avait des mœurs. Il y avait un art de dire, un art de rire, un art de pleurer, un art d'apprivoiser l'ultime. Avec des gens simples, durs, qui mettaient dans chacun de leurs pas et dans chacune de leurs interjections un peu de poésie. Et voilà, cette langue qui a disparu me fait peur aujourd'hui. Cette langue qui a disparu, c'est un traumatisme et je suis en train d'en vivre un autre. C'est-à-dire que j'ai perdu le patois a disparu, il n'y a plus personne qui parle patois chez moi, c'est fini. Et en même temps, je vois arriver l'écriture inclusive. Donc je me dis peut-être qu'on va vivre en grand ce que j'ai vécu en petit dans mon enfance. Un nouveau traumatisme avec la disparition de la langue française, avec l'écriture inclusive. Oui, parce que finalement, ce que vous racontez est à une échelle locale, ce qui se passe et ce qu'on peut élargir aujourd'hui sur la scène nationale. Et vous vous êtes engagé en politique il y a longtemps, et puis il y a peu de temps aux côtés d'Éric Zemmour. Peut-être face à cette peur, ce changement de visage de la France. Mais aujourd'hui, finalement, et comme à chaque fois, j'ai l'impression, Philippe de Villiers, que peut-être que vous avez raison trop tôt. Vous dites les choses trop tôt quand les gens ne sont pas encore mûrs. Je pense notamment au traité de Maastricht. Aujourd'hui, on en reparle 30 ans après. Pareil, on a célébré cet anniversaire il y a peu de temps. Et finalement, beaucoup de Français sont prêts aujourd'hui vraiment à entendre qu'il y a beaucoup d'erreurs qui ont été faites sur l'Union européenne. Vous parlez de Maastricht. Alors, on en parle un instant. Je vais vous dire ce que je pense. À l'époque de la campagne de Maastricht, donc il y a 30 ans, tout le monde a commis la même erreur. Les partisans de Maastricht expliquaient, voilà,
on va faire un super État. On va faire avec une super monnaie, avec une super frontière et une super diplomatie, une super armée. On va faire une super nation. Et les Français disaient, Giscard et les autres, Delors, ce sera une France en grand. Et nous avions beaucoup de mal. Nous, les opposants, que ce soit Chevènement à gauche, Pasqua, Séguin, Le Pen et moi, les principaux protagonistes du non, à expliquer non, on veut pas de ça, on veut pas d'un super État, etc. Parce que les gens disaient, mais un super État, c'est un État super. Pourquoi vous êtes contre? Ça sera la France en grand. Bon, en réalité, c'est pas du tout ce qu'ils voulaient faire. Et là, 30 ans après, on comprend ce qu'ils voulaient faire. En fait, l'utopie maastrichtienne est une tentative inédite, inouïe, dans l'histoire des peuples, d'anéantissement du politique. Derrière cette construction, il y avait une déconstruction. C'est-à-dire que c'était une construction apolitique. Et cette construction apolitique avait pour but de démanteler, de démolir, d'affaiblir les nations, mais n'avait aucunement pour but d'en créer une autre derrière, une plus grande. Et donc, le résultat de tout ça, c'est qu'on a aujourd'hui une Europe sans corps. Technicienne. Non, mais sans corps, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de limite. La limite, c'est le droit de l'homme et la démocratie. Donc, si demain la Tanzanie devient est réputée respecter la démocratie, etc., pourquoi pas et pourquoi pas l'Afghanistan après-demain. Donc, ça ne s'arrête nulle part. Donc, une Europe sans corps, elle n'est plus ancrée géographiquement et dans l'histoire. Une Europe sans âme, puisque on voit bien que cette Europe est dirigée par une commission de technocrates qui n'ont aucune pensée, donc aucune pensée métapolitique. Et troisièmement, une Europe sans racines, une Europe qui voile une petite fillette pour faire de la publicité pour le Grand Prix de l'enseignement. C'est une Europe qui ne sait plus où elle habite. Et cette Europe orpheline, cette Europe idéologique, en plus, elle veut mater l'autre Europe, l'Europe charnelle, c'est-à-dire l'Europe des Polonais, l'Europe des Hongrois et maintenant des Italiens. Voilà. Et donc, cette Europe, il faut en sortir. De toute façon, elle va s'effondrer sur elle-même. Ouais. Alexis Poulain. Je crois qu'il y a, aujourd'hui un dévoilement avec le coup d'État quasiment d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui s'arroge des pouvoirs qu'elle n'a pas à avoir, dans un silence d'ailleurs criminel des dirigeants européens qui l'accompagnent dans ce coup d'État, parce que ce super État, finalement, il est en train de se constituer un État technocratique depuis Bruxelles pour imposer des lois par des personnes non élues qui sont les outils des lobbies. Et je crois que ça devient assez évident, à la fois parce qu'il y a eu le passage Covid, et on attend toujours la publication des SMS de Madame von der Leyen avec Monsieur Bourla, le patron de Pfizer, mais aussi maintenant avec cette crise ukrainienne où on voit que toutes les décisions sont prises sans délibération démocratique, si ce n'est celle de dirigeants européens totalement inféodés à Washington et au narratif otanesque. Donc il y a eu un vrai problème, il n'a fait qu'empirer, mais ce que je vois aujourd'hui, c'est l'accélération et surtout la démission des dirigeants européens devant ce coup d'État voulu, accompagné, sans qu'il y ait finalement un réveil massif populaire, si ce n'est le Brexit, où les Anglais ont compris qu'il allait se passer quelque chose. On a vu Mélanie élue en Italie, on attend de voir ce qu'elle va faire, mais le mouvement ne fait que commencer de la prise de conscience du danger de ce que peut être ce super État technocratique qui imposerait de loin, pour l'intérêt de quelques lobbies, des lois qui sont contre l'intérêt général et encore moins contre l'intérêt des nations. Oui, vous avez raison, mais quand on prend de la hauteur, on voit comment les gens, comment les Français, comment les Européens se sont fait gruger. Donc, il y a eu la Révolution française, on s'est débarrassé du Saint-Crème comme fédérateur pour célébrer la France, au nom de la démocratie, le gouvernement par le peuple, pour le peuple. Et là, en fait, De Gaulle a pensé que le Saint-Crème pourrait être remplacé par le suffrage universel. Ernest Laviste, l'instituteur national au XIXe siècle, a pensé que l'évangile des droits de l'homme ne serait pas suffisant pour une mise en image allégorique nécessaire pour la fédération des Français.
De Gaulle a cru au suffrage universel, et là maintenant, en fait, il n'y a plus de suffrage universel puisque le pouvoir est ailleurs. Et on continue à faire croire aux Français qu'il y a un Parlement, qu'il y a des lois, mais tout ça, c'est une idéologie au niveau technocratique. Alors quand vous dites super-État technocratique, je discuterai les termes parce que ce n'est pas un super-État, c'est une officine idéologique qui a décidé d'en finir avec la civilisation chrétienne. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça que Mélanie s'est levée en disant « Moi, je ne veux pas du parent 1, parent 2, parent 3, parent 4, parent LGBT, etc. On n'est pas des codes, la famille, l'identité. » Bon. Et cette Europe, elle va mourir parce que les Français sont de plus en plus nombreux, les Européens sont de plus en plus nombreux à voir que la von der Leyen, c'est la mère fouettarde. Mais c'est un fouet idéologique, en fait. Oui, mais Monsieur De Villiers, vous citez Mélanie et vous avez vous-même soutenu Éric Zemmour. Est-ce que tous les deux n'ont pas finalement presque, on va dire, fait l'erreur de croire que la porte de sortie se trouvait encore dans l'Union européenne, puisque dans les deux cas, la situation chez eux, le programme se faisait au sein de l'Union européenne. Il y a 3 hypothèses. Il y a la première hypothèse, on laisse l'Europe s'affaler, s'effondrer sur elle-même. Bon, il suffit d'un peu de temps encore. On voit bien que ça ne fonctionne plus, quoi. On est en bout de course en termes de civilisation. Cette Europe-là, elle nous décivilise. Deuxième hypothèse, on fait la grève du zèle à l'intérieur. Et troisième hypothèse, on fait le Frexit. Moi, je pense que si on attend trop pour sortir, quand on sortira, on sera mort-vivant. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il faut sortir maintenant? Oui, je pense. Sinon, on peut résoudre aucun de nos problèmes. Regardez le problème de l'énergie, etc. On est Gulliver empêtré, là. Oui, mais donc, où est passée cette résistance-là qu'on n'a pas entendue ni dans la campagne présidentielle, ni même qui n'a pas trop le droit de citer aujourd'hui dans les médias? Écoutez, moi, quand je faisais de la politique... Oui, c'était votre thème. Mais parce que je fais encore un parallèle avec... Ça n'a pas marché, visiblement. Pourquoi? Parce que les Français, en fait, l'Europe, ça leur dit rien, ça leur parle pas. C'est trop loin. Bon, ils savent pas ce qui se passe. Personne ne comprend. Personne ne comprend. Moi, quand je parlais chez moi du monopole d'initiative de la Commission, les gens bâillaient en disant parle d'autre chose. Et les gens continuent à croire que l'Assemblée nationale a un rôle, quoi. Alors, le rôle de l'Assemblée nationale, c'est les retraites, effectivement, pour s'aligner sur Bruxelles, et le calendrier scolaire. Et puis peut-être les questions honorifiques concernant les anciens combattants. Oui. Alexis Poulain, rapidement, parce qu'il va bientôt être l'heure des informations. C'est vrai que c'est la force de cette construction européenne, c'est d'avancer sous un nuage, c'est-à-dire que c'est tellement incompréhensible, tellement lointain, c'est des décrets, c'est des lois, c'est des régulations plus folles les unes que les autres, et au final c'est un outil qui n'a pas réglé ni la crise migratoire, ni protégé de l'inflation, encore moins de la guerre. Concernant la concurrence libre et non faussée, on a vu que c'était un fiasco sur certains secteurs, notamment celui de l'énergie, et pourtant on continue, c'est toujours le récit de Bruxelles, c'est chaque crise renforce finalement l'Union européenne, mais vous regardez, ce n'est qu'une crise permanente, avec derrière l'envie d'en découdre avec les particularismes et ce qui fait que chaque nation est unique. Et malheureusement, on pourrait avoir une autre Europe, celle des nations, mais quand on commence à discuter de cette théorie-là, alors là, on quitte le camp du bien et ça devient très difficile. Alors évidemment, pardon. Moi, je voudrais dire juste une chose. Cette Europe, elle s'est donné un but, c'est de changer de peuplement et de changer de paradigme. Elle a perdu complètement la phrase de Paul Valéry « J'appelle Europe toute terre qui a été successivement romanisée, christianisée et soumise à l'esprit des Grecs ». Cette Europe-là, elle veut nous infliger l'islamisation. Et là-dessus, toutes les élites sont d'accord. Alors, on fait un point sur les informations et de toute façon, vous aurez de nouveau la parole juste après Philippe De Villiers. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut.
Nous sommes toujours avec Philippe de Villiers, écrivain, fondateur du Puy du Fou, cofondateur du Vendée Globe, soutien d'Éric Zemmour pendant la campagne présidentielle, ancien ministre, ancien député, ancien président de la Vendée, et puis auteur de ce livre, le 4e roman historique de Philippe de Villiers, La valse de l'adieu, aux éditions Plomb, qui se déroule donc pendant la période napoléonienne en Vendée, et où il est notamment question de musique. On a déjà bien raconté l'histoire du livre dans cette première partie d'interview. Je voudrais y revenir, mais justement faire un parallèle avec votre livre Philippe de Villiers, puisque on parle de l'Europe de Maastricht, puis de l'Europe d'aujourd'hui et d'Ursula von der Leyen. Est-ce que la réponse à cette Europe n'est pas de retourner au local, qui est finalement aussi la proposition de réenracinement de votre livre? Oui, à condition qu'on passe par la nation, par la patrie, par les patries charnelles. C'est-à-dire le local des écolos, c'est un local qui est complètement déraciné. Donc je me méfie de toutes les formes de déracinement. L'avenir, c'est l'enracinement. Il faut bien comprendre que, ce qui peut nous rendre inquiets, c'est que la France est une marqueterie fragile. La France n'est pas née de la nature comme l'Angleterre. L'Angleterre est une île, disait Siegfried à Sciences Po, il disait « j'ai terminé » quand il commençait son cours. La France n'est pas née d'un rassemblement ethnique, comme l'Allemagne. La France n'est pas née de la plume des Robins. La France est née d'un acte littéraire. C'est quand Roland dit à Roncevaux, au moment de mourir, en posant son olifant à Roncevaux, donc dans le tout en haut, dans le couloir de Roncevaux, le couloir de la mort et de la retraite, dit « Tu tourneras ma tête vers France la douce ». Et donc la France est une femme, c'est la domina de la miniature du XVe siècle. La France est une dame de haut port et de seigneurie. Et la France est un être moral doué de tendresse. C'est pourquoi Michelet, d'ailleurs, souligne qu'au XIIIe siècle, la France a comme patronne Notre-Dame, la dame de désolation et de consolation au pied de la croix. Et ce pays fragile, composé par des esprits lucides et qui ont l'élégance française, qui réunissent toutes les pièces du puzzle, cette marqueterie fragile, elle peut disparaître. Or, elle est peut-être en train de disparaître aujourd'hui, sous les coups de boutoir de l'immigration, de l'islamisation. Aujourd'hui, on a à la fois une conquête et des collabos. Le mot est fort, mais il est juste. La conquête, c'est la conquête de l'immigration et de l'islam. C'est une conquête démographique et civilisationnelle. Basculement démographique. Chonu me disait toujours l'histoire, vous savez Philippe, l'histoire c'est la démographie. Et Jacques Dupaquet, le grand démographe, disait la même chose. Et civilisationnel, c'est-à-dire qu'on voit que par exemple, pendant qu'Astin, on offre une rue à la femme du prophète, on demande au maire des Sables-d'Olonne de déménager la statue de Saint-Michel. Donc on déménage la statue d'une église catholique expirante pendant qu'on aménage une place pour les nouveaux arrivants, en quelque sorte, ceux qui vont remplacer notre civilisation et qui cherchent à nous déciviliser. Et là, aujourd'hui, on a aussi la conquête, mais aussi les collabos. Pourquoi ? Parce qu'on est pris, et les gens ne le comprennent pas, je voudrais le dire en deux mots, dans une tenaille. Il y a d'un côté l'idéologie, l'offensive islamiste qui veut soumettre la femme par le voile, et de l'autre côté, l'idéologie, l'offensive wokiste, qui veut soumettre l'homme blanc occidental, forcément sexiste et forcément colonialiste et raciste. Et donc cette double offensive vise à détruire notre civilisation. Alexis Poulain. Je ne sais pas s'il y a cette lutte-là voulue ou si elle est surtout démographique. Je pense qu'il y a une vraie question démographique, évidemment. Après, je pense qu'il y a des civilisations qui peuvent se parler, qui peuvent s'entendre. Le problème, je pense, c'est celle de la défense et de la conscience. Si on n'est pas conscient de ce qu'est notre civilisation, de ce qu'est notre histoire, et je pense qu'il y a une acculturation énorme qui a été faite dans les populations, dans la jeunesse européenne, là, on a un problème. Si les jeunes Européens étaient
éduqués, cultivés, si ça fonctionnait, et s'ils étaient conscients de leur histoire, je pense qu'on n'aurait pas ce risque-là. Ou du moins, il serait extrêmement mitigé, puisque le dialogue serait possible et il est souhaitable même, et il n'y aurait pas cette peur finalement identitaire parce qu'on est en train de se perdre. Donc il y a un vrai travail de fond, mais qui a été raté, une marche totale qui a été ratée sur la transmission, sur l'éducation, sur le savoir finalement de qui nous sommes. Et évidemment, beaucoup de gens ont travaillé dans ce sens de la confusion. Et aujourd'hui, on se retrouve avec tous ces sous-débats identitaires qui brouillent encore davantage les pistes, plutôt que d'essayer d'avoir un grand rebond sur la culture historique et simplement d'où venons-nous, quoi. Voilà, c'est pas compliqué. Alors, si on veut sauver la France, il faut rétablir le rempart et rétablir la maison chez elle. Rétablir le rempart, parce que sinon, on retrouve l'idée du limes chez les Romains qui a été confiée au Barbaricum. S'il n'y a pas de rempart, c'est l'invasion et la colonisation. Et deuxièmement, donc la frontière, et deuxièmement, la maison, pour savoir où... Qui nous sommes. Qui nous sommes et pour savoir où on habite. Voilà. Alors, la maison, j'ai parlé tout à l'heure d'Ernest Laviste, l'instituteur national. Je vous raconte l'histoire suivante. En 3 temps. Premier temps, en 1870, Ernest Laviste, historien républicain, explique que l'ancienne unité est morte, il faut en créer une nouvelle. Et avec Jules Quicherat, historien républicain qui exhume Jeanne d'Arc, la bergère, etc., on convoque tout un tas de personnages pour créer ce qu'on appelle le roman national, c'est-à-dire un récit national légendaire. Ce récit national reçoit un cocktail Molotov en mai 68. Qu'est-ce que c'est le roman national ? C'est ce qui permet, c'est une figure métaphorique qui permet de célébrer la France et de donner aux jeunes Français accès à l'élégance du mousquetaire, à la beauté de la colombe du baptistère, au soleil d'Austerlitz, etc. C'est-à-dire que, comme disait Fustel de Coulanges, les peuples qui ne rêvent plus meurent de froid. Donc il y avait le roman national. À partir de mai 68, l'histoire est livrée aux sciences sociales jargonnantes et mortifères. On tue l'épopée. Les historiens deviennent des médecins légistes, il n'y a plus de chronologie, il n'y a plus de légende, il n'y a plus de rêve. Bon. Et on tente de faire vivre la France avec comme seul élément d'unité l'évangile des droits de l'homme. Bon. Aujourd'hui, on voit que c'est pas possible. S'il n'y a plus le mur, s'il n'y a plus la frontière, s'il n'y a plus le rempart, et que la maison n'a pas d'autre figure métaphorique pour être célébrée que l'évangile des droits de l'homme, qui est de plus en plus un évangile des droits de l'homme capricieux, puisque demain on demandera aux enfants à 8 ans, tu veux être une fille, tu peux être une fille, etc. Bon, eh bien, le pays périra. Donc il faut, c'est l'urgence, et c'est ce que j'essaye de faire à mon petit niveau. Il faut retrouver un roman national. Alors, l'ancien roman national avait un défaut qu'on ne peut pas reproduire. Ce défaut, c'était un récit de puissance. On disait, regarde la France comme elle est grande, regarde la France comme elle est puissante. C'était le temps de Vidal de la Blache, le grand géographe, qui exhibait sur la map monde des taches roses en disant, voilà, ça c'est la France. La France, elle est grande, c'est la première puissance du monde. On ne peut plus dire ça, c'est un pays, hélas, déclassé. Mais en revanche, on peut dire aux enfants, regarde la France comme elle est belle. C'est-à-dire changer de porte, ne plus passer par la porte de la puissance, mais passer par la porte du beau. Voilà. Si on ne fait pas ça, eh bien, les Français ne sauront plus ce qu'est la grandeur, l'élégance du poème français. Philippe de Villiers, ma dernière question pour conclure. Vous dites que c'est l'urgence. Est-ce que c'est l'urgence ou est-ce que ce n'est pas même trop tard ? Est-ce que la France est encore vivante ? Oui, la France est vivante parce que elle reste ce qu'un miniaturiste du XVe siècle avait appelé le jardin de paradis. Vous savez, à l'époque, il avait dessiné 3 figures idéales. La première, c'est le palice d'osier armorié, l'idée du précaré, convoité, et donc qu'il faut protéger. C'est une image qui est aujourd'hui d'actualité, pérenne.
La deuxième image, c'était la Domina, la dame, la Vierge avec son lutrin et la Bible. Et la troisième image, c'était un petit Jésus avec un psalterion, c'est-à-dire le verbe musical. C'est la France. C'est-à-dire, la France, c'est quoi? C'est 3 éléments constitutifs. Des souvenirs communs, il faut les retrouver, ils sont là. Donc, il suffit d'aller les rechercher. Ce que vous faites à travers votre livre. Ensuite, c'est un art de vivre sur lequel il ne faut pas céder. On ne va pas analyser le livre d'heures. Il faut retrouver l'art de vivre à la française. Et troisièmement, une langue. Cette langue, elle est précieuse. Elle est beaucoup plus qu'un instrument de communication. Elle est une symphonie qui chante en chacun d'entre nous. Et voilà votre livre qui répond à ces 3 obligations. La valse de l'adieu aux éditions Plomb. Merci beaucoup Philippe de Villiers. Merci à vous également Alexis Poulain du Monde Moderne. Merci. J'invite tous nos éditeurs à se procurer ce très beau livre qui nous entraîne et dans l'histoire de la France, dans l'histoire de la musique et dans sa géographie. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.